Donc, je disais donc bonsoir à tous. Nous allons donc poursuivre nos sessions. Nous entamons donc la troisième et la dernière session qui est intitulée donc le suivi indépendant des forêts, mise à jour et orientation future. Votre modératrice, donc j'ai le plaisir donc d'assurer la modération de cette session. Je suis Madame Paulette Ebina, directrice de la valorisation des ressources forestières au ministère de l'économie forestière. Nous aurons au cours de la session à suivre 4 communications. La première communication est intitulée « Impact de l'action de l'OI, l'Observatoire indépendant mandaté, dans la gouvernance forestière en République du Congo ». Cette communication nous sera donc présentée par M. Alfred Nkodia, qui n'est autre que le coordonnateur de l'Observatoire indépendant de l'application de la loi de la gouvernance forestière en République du Congo. Il est aussi membre du cercle d'appui à la gouvernance forestière, à la gestion durable des forêts. La deuxième communication est intitulée « La nouvelle stratégie nationale de l'Observatoire indépendant en République du Congo » qui nous sera présentée par M. Lilian Barros, qui est donc membre du comptoir juridique junior, qui est également membre des organisations de la société civile. La troisième communication sera présentée par M. Youssouf Ndoumbia, qui est le président donc, de l'Observatoire indépendant ivoirien pour la gestion durable des ressources forestières. Donc l'OIREN, c'est une plateforme également de la société civile ivoirienne qui est engagée dans les négociations avec l'APV FLECT. Donc sa présentation est intitulée « Avancement du cadre juridique sur l'observation indépendante des forêts de la Côte d'Ivoire ». La quatrième et la dernière présentation nous sera présentée donc par Monsieur Richard, c'est pas le professeur qui va la présenter, c'est Richard Nirenda qui va nous faire cette présentation. Elle est intitulée, elle porte par contre sur les réflexions de l'avenir de l'OIF. Sans plus tarder, pour des contraintes de temps, je m'en vais donc inviter M. Alfred Nkodia à nous faire l'économie de sa présentation en 10 minutes, M. Alfred. Donc, nous aurons les communications, chaque conférencier aura 10 minutes et nous aurons une session de questions orales pour 30 minutes. M. Alfred, vous êtes invité. Merci, Madame la modératrice. Je suis Alfred Nkodia et je me fais le plaisir de vous présenter les impacts de l'OI, donc de l'Observation indépendante mandatée, dans la gouvernance forestière en République du Congo. Brièvement, pour dire que l'Observation indépendante du Congo n'est pas une initiative récente, mais a commencé ici chez nous depuis 2008, donc avant même 2006-2009, avant même qu'on ne parle de l'APV. Et c'était 2 organisations internationales, en l'occurrence Forest Monitor et REM, 2 ONG britanniques qui ont lancé l'initiative. Après formation des Congolais à celle-ci, il a été créé le CAGDF, c'est-à-dire le Cercle d'appui à la gestion durable de forêt que nous animons, qui finalement a pris la relève des 2 ONG britanniques pour mettre en œuvre l'observation indépendante, et ce, depuis 2013. Jusqu'à ce jour, l'expérience est en train de se perpétuer grâce particulièrement à l'appui financier de l'Union européenne et d'autres partenaires financiers comme FCDO actuellement. Il faut ici dire que l'observation indépendante mandatée se mène sur la base d'un protocole d'accord avec le ministère en charge des forêts. Et celui-ci délivre finalement à l'entité qui pilote l'observation indépendante un ordre de mission permanent qui lui permet de se déplacer sans contrainte et lui donne accès à tous les sites où l'OI voudrait recueillir l'information utile. Et une fois la mission accomplie, l'OI, tout en avisant au préalable ceux qu'il voudrait aller
rendre visite, rend compte des résultats obtenus auprès des sociétés ainsi qu'à la direction départementale. Et après, avant publication du rapport, celui-ci est soumis à un collège d'experts constitué de la société civile, bailleurs de fonds, administration publique, pour regarder, valider le rapport qui sera publié. Et l'administration forestière, après examen du rapport en comité de lecture, délivre le quitus de publication et une fois le quitus délivré, le rapport est publié sur site, librement consultable par tout le monde. L'objectif, comme vous le savez, c'est faire le suivi de l'application de la loi, tant au niveau de l'administration forestière qu'au niveau des opérateurs économiques qui opèrent dans le secteur forestier, afin de formuler des recommandations en vue d'améliorer la gouvernance forestière. Donc, l'observation indépendante fait des recommandations sur des écarts constatés dans l'application de la loi et dans la gouvernance. Quelques données à ce jour, on peut dire que les 100% des départements forestiers congolais ont été couverts par l'OI à ce jour. Tout où se fait l'exploitation forestière, l'OI est arrivé. Il y a simplement une concession qui nous échappe, c'est Mobolambondo, parce que c'est vraiment très, très enclavé dans l'île. Il y a eu publication de 72 rapports qui sont disponibles sur site et il y a eu publication de 17 notes d'analyse. Et tout cela, vous irez dans le site chgdf.org. Tout est disponible. Depuis qu'on a commencé cette initiative jusqu'à aujourd'hui, tous les rapports et les notes d'analyse y sont. Quelques résultats obtenus après tant d'années de pratique. Qu'est-ce que l'OI a pu apporter? Quel impact a-t-elle eu? On peut dire que, bon, il est très difficile ici de faire tout le point, de faire un point exhaustif de tous les impacts que l'OI a pu avoir. Cependant, on a pu prendre quelques exemples à titre d'illustration, surtout que le temps est très court. Alors, nous avons constaté qu'il y a eu quand même une amélioration dans l'archivage des documents, parce qu'au début, c'était un peu dispersé, mais cette fois-ci, quand on va, particulièrement au niveau des directions départementales, les documents sont bien rangés, les documents sont facilement accessibles, ce qui est un effort louable parce que les premiers rapports ont été très, très critiques à ce propos, mais il y a eu une nette amélioration dans ce sens. On a noté également qu'il y a eu une baisse significative, particulièrement jusqu'en 2019, d'autorisations non réglementaires, c'est-à-dire que des autorisations qui ne sont pas consacrées dans la loi forestière. Il y a eu baisse parce qu'il y a eu un moment où il y a certaines autorisations qui étaient données, mais qui n'étaient pas inscrites dans la loi. Mais cette fois-ci, on a noté que ça a considérablement diminué. Nous avons également noté qu'il y a maintenant de moins en moins de cas où il y a une mauvaise application des sanctions. Parce que le plus souvent, on avait relevé qu'entre l'infraction commise et la sanction impliquée, il y avait comme une inadéquation. Ce n'était pas adéquat. Donc, parfois, on citait une disposition de la loi pour sanctionner une faute qui ne correspondait à rien. Mais cette fois-ci, quand même, on a noté une cohérence entre la sanction en rapport avec l'infraction commise. Et tout cela, on avait relevé, on en a parlé. Nous pensons que ce sont parmi les apports qu'on peut utilement mettre aussi à notre actif. Cependant, nous constatons que, bon, nous avons relevé aussi que ce n'est peut-être pas un impact positif, mais malgré le fait que nous en parlons assez souvent, le taux de recouvrement de taxes et surtout des amendes est relativement faible. L'idéal serait que dans des cas de figure où les entreprises prélèvent le bois, commettent des fautes, cela devrait être payé à 100%. Parce que quand même, c'est le commerce, ils vendent, mais en contrepartie, les taxes sont très peu payées, sont très peu recouvrées et les amendes, n'en parlons plus. C'est presque
l'enfant négligé. Et pourtant, tout cela, c'est des fonds utiles. Malheureusement, il n'y a pas eu d'impact significatif à ce niveau. Au niveau des entreprises forestières, qu'est-ce que nous avons relevé au cours de ces années? Ici, nous avons relevé que de moins en moins, on a des fautes liées, sinon des infractions liées aux règles d'exploitation. Les coupes hors limite, les défauts de marquage, les coupes sous diamètre deviennent de plus en plus rares, contrairement à ce que c'était il y a 5, 6, 7 ans. Mais ça a considérablement diminué. Aujourd'hui, pour trouver des coupes hors limite, je ne sais pas, on n'en trouve presque plus, quasiment plus. Il peut y en avoir. Il y a toujours des brebis égarées, mais on en trouve vraiment difficilement. Alors qu'il y a quelques années, c'était légion. Nous avons également remarqué qu'à ce niveau aussi, les données au chantier sont disponibles. Tout au moins, quand l'OI descend sur le terrain, au chantier, c'est des chantiers qui sont situés à des milliers de kilomètres, mais les documents qu'on demande, parce qu'au préalable, on envoie une liste de documents à collectés auprès des sociétés. Les sociétés les mettent quand même à notre disposition. On note quand même qu'il y a une grande amélioration à ce niveau, jusqu'à dépasser les 70% de disponibilité de documents au chantier. Et ce qui était hier une vraie gageure. Nous avons également noté que le processus d'aménagement des concessions suit son cours. Par exemple, en 2018, on avait, je pense, 36% des concessions aménagées. Et en 2020, on a eu au moins 41%. Au niveau de la société civile, il y a eu également, grâce à l'OI, à cette action que nous menons depuis 2006, et nous particulièrement depuis 2013, des impacts aussi significatifs. Par exemple, aujourd'hui, la société civile est de plus en plus très impliquée. C'est vrai qu'il y a à côté son plaidoyer que la société civile fait, mais également par reconnaissance du travail accompli par l'OI dans le secteur forestier. Il y a une bonne écoute de la société civile qui a grandi en crédibilité et dont l'accès à l'information est également aussi facilité. Aujourd'hui, la société civile, quelle qu'elle soit, je pense, peut aller à dans les directions départementales et avoir des données voulues. Il y a eu également un important renforcement des capacités des acteurs de la société civile à la pratique de l'OI. Et c'est ce qui, en partie, justifie aussi l'émergence que nous sommes en train de voir et encourager des observateurs indépendants non mandatés. Parce qu'il y a eu des années où on a suffisamment, vraiment bien formé les acteurs de la société civile. Il y a des défis et des perspectives. Nous pensons que pour mieux améliorer notre suivi ou notre travail, il est important que nous fassions ou que nos recommandations fassent l'objet d'un meilleur suivi. Il faudrait que nous diffusions à temps également les rapports que nous produisons parce que parfois, ça prend un peu de temps entre le rapport produit jusqu'à la publication. Et nous souhaiterions effectuer suffisamment de missions conjointes avec l'administration forestière pour qu'éventuellement, nous fassions un échange de compétences, d'informations. Nous avons aussi en perspective la certification ISO 9001 de l'OI, dont nous sommes en train de mettre en place des bases. Et je pense que d'ici la fin de l'année, le certificat pourrait être obtenu. Et nous souhaiterions également organiser au moins une mission par concession 2 fois dans l'année afin de faire une première évaluation, faire des recommandations et faire un suivi par après. Pour nous, et pour finir, nous pensons que le fait qu'on soit arrivé à insérer l'observation indépendante dans la nouvelle loi forestière est l'élément le plus fondamental et l'impact, sinon l'élément qui justifie l'impact de l'OI. On n'a pas forcé, mais tous unanimement,
tous les acteurs, toutes les parties prenantes impliquées dans l'élaboration du code forestier, discussion et tout, ont conclu que l'OI, sans fausse modestie, fait du bon travail et du très bon travail. Et c'est une initiative qu'il est important d'encourager. Voilà pourquoi on doit l'insérer dans l'OI pour lui donner des bases légales de son action. J'ai dit et je vous remercie. Merci, M. Alfred. Il était bel et bien dans le timing. Hein. Félicitations. Et donc, M. Alfred Nkodia, qui est donc coordonnateur de l'Observatoire indépendant, nous a fait un bref aperçu l'historique de l'OI en République du Congo. Ça a commencé tout d'abord en 2007, de 2007 à 2013 par ressources extraction monitoring, en abrégé REM, et par la suite, Monsieur Nkodia, à partir de 2013, a pris les règnes donc, de cette gouvernance forestière. Il nous a également, il a parlé des impacts de l'Observatoire indépendant au niveau donc, de la gouvernance forestière, à savoir l'amélioration de l'archivage des documents par les directions départementales qui sont au quotidien, qui sont donc au suivi de la loi, l'application de la loi forestière. Il y a eu donc baisse significative des autorisations non légales. Il y a eu également des cas de mauvaise formulation. Actuellement, c'est en baisse. Donc, pour nous, administration forestière, nous pouvons nous réjouir pour dire que nous sommes dans la bonne voie de la gouvernance forestière. Nous allons donc passer la parole à M. Youssouf, qui va donc nous présenter la nouvelle stratégie nationale de l'Observatoire indépendant en République de Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Merci. Monsieur Youssouf. Merci, Madame la modératrice. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour nous de la société civile ivoirienne de participer à ce partage d'échanges. J'ai 10 minutes, je vais essayer d'en faire moins. Comme il a été dit tout à l'heure, nous allons parler de l'avancement du cadre juridique de l'observation indépendante forestière en Côte d'Ivoire. Je vais faire juste une brève présentation de l'OIREN. C'est une plateforme de la société civile qui est engagée dans les négociations de l'APV aux côtés des autres acteurs, le secteur privé, l'administration et la chefferie traditionnelle. Nous avons autour de 172 organisations et réparties sur toute l'étendue du territoire. Alors, comme toute la société civile engagée dans la sous-région, dans l'APV, notre objectif a été toujours de pratiquer l'observation indépendante, donc de jouer notre rôle de suivi citoyen de la gouvernance du secteur forestier. Mais ça n'a pas toujours été facile. Ce n'est pas facile pour la société civile de faire accepter l'observation indépendante par les autres acteurs. En Côte d'Ivoire, il y a eu quand même une évolution. Au début, nous avons recherché les fondements juridiques de notre participation aux négociations, donc les fondements juridiques de l'action de suivi citoyen, comme j'ai dit tout à l'heure. Et nous l'avons recherché dans certains textes. C'est un texte de loi, le code forestier, le code de l'environnement. Et pour tous ces textes, il y avait des dispositions, mais à caractère général. Vous avez par exemple notre Constitution, rapidement à l'article 41, qui dit que les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption et les infractions assimilées. C'est quelques exemples comme ça que nous avons recherchés dans nos différentes dispositions. Le Code de l'environnement,
qui était aussi un fondement juridique de notre action sur le terrain. Toute personne a le droit d'être informée de l'état de l'environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement. Donc, quelques dispositions comme ça que nous avons recherchées, qui n'étaient pas spécifiques au secteur forestier, mais qui nous donnaient quand même des arguments pour participer aux négociations, donc pour faire prévaloir notre droit de suivre l'action publique, de suivre le processus de gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Nous avons également la loi de 2014 sur le développement durable, qui nous dit que toute personne, la société civile participe à la promotion du développement durable et est encouragée à informer les autorités nationales compétentes des atteintes à l'environnement dont elle a connaissance. C'est un ensemble, comme j'ai dit, de dispositions qui nous ont permis en tout cas d'être acceptés à la table des négociations et de continuer notre plaidoyer pour l'intégration de l'observation indépendante dans notre cadre juridique. Et ça, c'était avant 2019. Et à partir de 2019, il y a eu, je dirais, ce que la société civile en Côte d'Ivoire appelait une victoire. Une victoire, un plaidoyer. Donc, avant 2019, pour qu'il y ait l'intégration de l'observation indépendante dans la loi, de façon spécifique. Et en 2019, avec l'appui, le soutien des autorités au plus haut niveau de l'administration forestière, ça il faut le dire, donc malgré certaines réticences, donc cet appui nous a permis, en tout cas au niveau de la société civile, d'intégrer l'observation indépendante dans la loi. Dans cette disposition, donc au niveau du Code forestier, à l'article 15, l'observation indépendante a été intégrée. Pour nous, c'était une victoire. Je vais vous faire une confidence, si vous acceptez de ne pas rire, je suis musulman, mais quand on a eu cette victoire, j'ai failli boire une bière. Bon, rassurez-vous, j'ai résisté à la tentation. Alors, donc, ce que je voudrais dire ici, surtout ne faites pas de mauvaises interprétations de ce que je viens de dire. Je regarde certains collègues dans la salle. Alors, donc ici, je vais prendre quand même le temps de lire la mission. Ce qui est écrit dans notre loi, c'est que la mission non régalienne d'observation des activités forestières, donc par définition, l'observation indépendante, c'est la mission non régalienne d'observation des activités forestières et agroforestières effectuée par une organisation de la société civile en vue de recueillir et de partager des informations crédibles et vérifiables sur la gestion forestière pour l'amélioration de la gouvernance forestière. Et à l'article 15, on nous dit que la gestion du domaine forestier national fait l'objet d'observations indépendantes dans le respect de la réglementation en vigueur. Donc, c'était ça la grande victoire. Et nous avons, au niveau de la société civile, rédigé le décret qui précisait les modalités de la pratique de l'observation indépendante. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un processus, donc l'administration forestière, en toute transparence, rédige donc des textes provisoires qu'il met à la disposition des différents collèges. À l'intérieur de chaque collège, il y a des discussions qui sont renvoyées à l'administration et nous avons des plénières avec toutes les parties prenantes et c'est à l'issue de ces plénières que nous adoptons les textes. Et le décret qui précise les modalités de la pratique d'observation indépendante a été rédigé entièrement par la société civile. Alors, nous avons quand même quelques défis. Le point focal de l'APV FLEC l'a dit dans sa communication. Plusieurs textes, la majorité des textes d'application de notre code forestier a été signé avec la participation de toutes les parties prenantes.
il y a quand même quelques dispositions encore à clarifier. Hein, la clarification sur la propriété de l'arbre, l'enregistrement des forêts, les modèles de convention entre l'exploitant et le propriétaire de l'arbre. Donc, autant de dispositions assez importantes et prioritaires pour la société civile qui restent à clarifier. Alors, pour une pratique professionnelle de l'observation indépendante, la société civile a mis en place un outil que nous avons appelé le cadre national d'observation indépendante des ressources naturelles. Donc, c'est un ensemble d'exigences au niveau de la société civile pour que les rapports d'observation indépendante soient irréfutables. Voilà. Donc, il y a un groupe d'experts au sein de la société civile qui doit valider auparavant les rapports d'observation indépendante avant que ça ne soit transféré à l'administration et publié. Alors, comme perspective, nous entendons installer des observateurs indépendants professionnels dans toutes les localités forestières de la Côte d'Ivoire. Et bien entendu, l'un des grands défis, c'est l'accompagnement financier, parce que nous avons vraiment besoin d'être accompagnés pour l'installation, le renforcement des capacités de toutes ces organisations dans toutes les localités forestières. J'espère avoir tenu dans le temps. Merci beaucoup. Merci, M. Youssouf. M. Youssouf également a tenu dans le temps. Alors, M. Youssouf nous a fait donc la présentation du plaidoyer mené par la société civile ivoirienne pour arriver au résultat escompté. Nous l'avons dit, en République du Congo, l'Observatoire indépendant des forêts, l'Observatoire indépendant est donc reconnu dans la nouvelle loi forestière qui est la loi 33-2020 du 8 juillet 2020. Donc, elle se trouve en bonne place pour mener des missions conjointes avec l'administration forestière. Donc, bravo également à l'Observatoire indépendant de la Côte d'Ivoire également, qui a fait le plaidoyer pour que la société civile également soit reconnue dans la loi, et ça a été également l'actif. Donc, si dans la salle, nous avons des partenaires techniques et financiers, M. Ndoumbia a conclu donc sa présentation en sollicitant un accompagnement pour poursuivre donc l'installation de ces organes dans les différents départements de la Côte d'Ivoire. Merci et félicitations, M. Youssouf, et bon vent dans vos missions. Nous invitons à présent M. Barros Lilian à faire donc sa présentation sur la stratégie d'observation indépendante en République du Congo. Monsieur Lilian, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, nous allons vous présenter la stratégie d'observation indépendante qui a été conçue au niveau de la République du Congo et validée par l'ensemble des parties prenantes. Pourquoi on a mis en place cette stratégie d'observation indépendante? C'est une demande très forte des parties prenantes qui sont dans l'accord de partenariat volontaire. Notamment, nous avons une institution politique de l'APV qu'on appelle le comité conjoint de mise en œuvre de l'APV. Donc, pendant la 11e session du comité conjoint de mise en œuvre de l'APV, il a été demandé qu'il y ait développement d'une stratégie de complémentarité, parce que, n'oubliez pas, je crois que M. Alfred Kodia l'a présenté tout à l'heure, dans le contexte du Congo, nous avons deux systèmes d'observation. Il y a une observation indépendante mandatée et il y a une observation indépendante externe. En fonction de ça, justement, pourquoi on va mettre cette stratégie? C'est pour permettre à ce que ces deux systèmes d'observation indépendante ne puissent pas se concurrencer, mais plutôt agir en synergie et coordonner leur activité pour une action globale plus efficace. Il s'agissait aussi de rechercher l'efficacité à travers une cohabitation harmonieuse entre les deux systèmes, mais aussi de suivre et évaluer les différentes interventions de l'observation indépendante, puis de les adapter, et aussi les activités des deux systèmes permettront d'inspirer et d'alimenter les informations fiables et crédibles des actions de plaidoyer de lobbying, parce que, en fait, que ce soit l'observation indépendante mandatée ou externe, ces deux systèmes sont autour d'une plateforme, en fait, dans une plateforme qu'on appelle la plateforme gestion durable des forêts. Et donc, toutes les actions qui sont réalisées dans le cadre de l'observation indépendante sont portées par la plateforme gestion durable des forêts, qui en fait joue ce rôle de plaidoyer
et de suivi des recommandations de l'observation indépendante. Et donc, pour valider ce processus d'observation, il y a eu un atelier qui a permis justement d'élaborer le draft de la stratégie. Et ensuite, il y a eu la consultation des parties prenantes. Et après la consultation des parties prenantes, on a intégré justement ces recommandations dans la stratégie. Et d'ici là, nous aurons donc le comité conjoint de mise en œuvre de l'APV et on va présenter cette stratégie pour finalement la valider. Ça sera la stratégie nationale qui va être mise en œuvre. Pourquoi justement il y a cette nécessité de complémentarité? C'est justement pour que ces deux observations indépendantes puissent se partager l'information. Vous savez que l'observation indépendante mandatée a un mandat avec l'administration et donc il y a plus de facilité d'accéder à l'information, que ce soit au niveau des sociétés forestières et dans d'autres aspects. Et l'observation indépendante externe, justement, pourra bénéficier justement de cette opportunité de l'observation indépendante mandatée pour pouvoir accéder à l'information. Il s'agit aussi de permettre à ce que l'observation indépendante puisse se réaliser sur l'ensemble du territoire, parce que une seule observation ne pourra pas couvrir l'ensemble du territoire. Et donc, ça permettra que là où l'observation indépendante mandatée n'est pas, l'observation indépendante externe pourra prendre le relais. C'est aussi un moyen pour permettre à ce que les deux observations indépendantes puissent travailler sur des thématiques communes plutôt. Ils vont travailler sur des thématiques communes et produire des rapports d'analyse sur l'observation indépendante. Il y a aussi cette opportunité qu'il y a de pouvoir valider les rapports d'observation indépendante avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a au niveau de l'observation indépendante mandatée, il y a donc ce comité de validation des rapports, mais au niveau de l'observation indépendante externe, il y a aussi un comité technique d'évaluation des rapports d'observation indépendante externe. Et donc, ça permettra d'avoir une synergie entre les deux comités. En même temps, il est prévu aussi que l'on puisse réaliser des missions conjointes entre les deux systèmes. Et ça permettra qu'au bout, nous puissions produire un rapport pour les deux observations indépendantes. Et donc, cette stratégie d'observation indépendante vise, donc sa mission, c'est de faire le suivi de l'application des lois et la gouvernance des ressources naturelles à travers la production et la diffusion des informations fiables en vue d'améliorer les politiques et les pratiques des acteurs. Et comme vision, c'est que l'on ait un monde où la gouvernance des ressources naturelles, de l'environnement et du climat contribue plutôt au développement durable, notamment au plein épanouissement des hommes et des femmes membres des populations locales et autochtones. Comme objectif, c'est de contribuer à ce qu'à travers la gestion durable des ressources naturelles et une gouvernance forte des terres et des forêts en République du Congo, le climat soit préservé et les conditions de vie des communautés locales et populations autochtones soient améliorées. Comme objectif spécifique, c'est pour favoriser une augmentation de la contribution de l'observation indépendante aux réformes et à l'application des législations sur les forêts, les terres, le climat et les droits. Donc, notamment, contribuer efficacement aux réformes, soutenir l'application de la législation sur les forêts, les terres, le climat et les droits, et puis renforcer les valeurs d'éthique et d'intégrité. Et donc, l'observation indépendante s'est fixée 4 objectifs stratégiques. Et pendant l'atelier de validation, les parties prenantes ont souhaité que la stratégie de complémentarité soit plutôt un axe. Et donc, on aura 5 axes. Mais on a déjà présenté justement la complémentarité. Et donc, pour les autres axes, nous avons l'axe qui constitue la structuration et la capacité et la coordination de l'observation indépendante. Il s'agit donc de permettre une meilleure organisation et structuration et le renforcement des capacités de l'observation indépendante pour qu'elle puisse accomplir efficacement ses missions. Nous avons aussi l'idée d'avoir à renforcer les procédures harmonieuses de l'observation indépendante robuste de qualité, en développant aussi les capacités des observateurs,
mais de renforcer aussi la collaboration entre les OI et aussi arriver à mettre en place un groupe de travail sur l'observation indépendante mandatée, sur l'observation indépendante. Et ici, vous voyez que j'ai soulevé un point qui était justement la qualité. Aujourd'hui, vous savez que dans le cadre de l'observation indépendante mandatée, je crois que M. Alfred l'a présenté, ils sont en tête d'aller dans la qualité avec la norme ISO 9001-2015. L'observation indépendante externe aussi est en train de développer justement un système normalisé d'observation indépendante externe. Et ce système, en fait, il est déjà développé au niveau de Cameroun avec l'ONG FODER, donc Forêt et Développement Rural. Et donc, FODER est en train de nous accompagner à développer justement cette observation indépendante externe, le système normalisé d'observation indépendante externe Congo. Nous avons un deuxième axe qui est la transparence, la documentation et la diffusion des informations sur la gestion forestière des terres et le climat. Donc ici, nous voulons contribuer justement à tous ces processus qui sont liés à la transparence, à la redevabilité au niveau du secteur forestier, des terres et du climat, en mettant à la disposition des parties prenantes des informations de qualité sur la planification et la gestion des forêts, des terres, ainsi que les changements climatiques. Nous voulons aussi mener des actions qui permettront de produire des informations de haute qualité, de pouvoir les diffuser et les mettre à la disposition du public et des parties prenantes intéressées. L'axe 3, c'est de contribuer aux réformes et à l'application de la législation. Et là, nous avons déjà eu une expérience dans justement la contribution à l'élaboration du nouveau code forestier. Et donc, il y a eu une forte contribution de la société civile. Et aujourd'hui, on a eu près de 70% des contributions de la société civile qui ont été intégrées dans le nouveau code forestier. Il y a aussi l'axe qui est très important, donc l'axe 4, c'est le financement de l'OI. Parce qu'aujourd'hui, l'observation indépendante a des financements, mais c'est des financements ponctuels, très ponctuels, qui, au bout d'une période donnée, finissent et il faut encore mobiliser d'autres ressources. Donc, l'idée ici, c'est d'arriver à mobiliser des ressources mais qui sont durables, pour permettre à ce que l'observation indépendante puisse jouer pleinement son rôle avec les moyens nécessaires. Donc, voilà en gros les aspects qui sont liés justement à cette stratégie d'observation indépendante en République du Congo. Et j'espère que j'ai tenu sur les 10 minutes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lilian. Vous avez été également dans le timing prévu des 10 minutes. Et donc, Lilian nous a parlé tout à l'heure du développement de la stratégie SNOI. Et donc, nous allons vers la mise en place de 2 systèmes indépendants, comme il venait de le dire, l'OI mandaté et l'OI non mandaté. Donc, pour cela, il fallait donc élaborer une stratégie. Donc, tout à l'heure, il nous a parlé de la stratégie dont les objectifs visent et donc une meilleure organisation, la capacité de la société civile. Il s'agirait également donc de renforcer les processus de collaboration entre les deux observations indépendantes, de contribuer au processus de gouvernance dans le secteur forestier. On nous a toujours dit qu'il faut toujours avoir 2 cas dans la vie, donc c'est ce qui se passe au niveau donc, du Congo. Nous aurons donc ces 2 systèmes d'observatoires indépendants pour renforcer le suivi, la mise en application de la loi forestière en République du Congo. Merci. Donc, la parole est à M. Richard, qui va donc nous faire une présentation en anglais. Donc, veuillez de mettre donc, vos traducteurs. Mr. Richard, let's go. Yes, let's go. Thank you very much, Madam Chair. I hope you can all take your headsets as I'm going to present in English. My presentation is going to be very quick. I'll be more or less touching on some of the elements that have been highlighted by my colleagues that have spoken before me. My presentation is more reflective, looking into the future, but also learning or reflecting from some of the work that we've done in the Congo Basin and West Africa over the past 10 years with organizations that are mostly represented in this room as well.
it's also based on continuing work that we were doing on applying political economy analysis to the practice of IFM, understanding how IFM is influenced or is affected by institutions, the law, and also its relationship with the government and other state agencies, because IFM doesn't operate in a vacuum. Its practice and also its impact is influenced by this political economy and the dynamics of these three actors, the institutions, the government, and also the law. By way of my presentation, I'm going to do a quick overview of IFM as a governance tool. So as a mechanism for improving forest governance or the governance of forest and natural resources. And then I'll talk about something that I think is very important and has dominated discourse around IFM in terms of what is the impact or the outcome of IFM. And I'll use this example of chicken and egg. I hope this concept is also familiar in French. After that, I'll look at an example of a theory of change, a framework that we can use to look at the challenges that IFM is trying to address. IFM as an intervention and the outcome. What is possible if we apply independent forest monitoring? And then I would touch on the question that keeps coming up time and time again. Why is it nothing seems to change, despite the fact that we've had maybe more than 15 or 20 years of independent forest monitoring in various forms or in its two main forms in the Congo Basin. And then some food for thought in terms of what we need to do together as different stakeholders to see how we can improve the practice of independent forest monitoring. So by way of starting, I just wanted to put up a framework here, which really helps us understand or explain that IFM is pretty much a governance intervention. So a means to improve governance, or a means to encourage or determine how decisions around the management of forests or also natural resources are made. So forest and livelihoods processes and their contracts, so we operate in this sort of political economy of forest and livelihood resources. And then there are two options. Option A is either we continue business as usual, so nothing changes, depending on the trajectory that biodiversity, carbon equity, and well-being outcomes are moving. It could be depreciating, going downwards, then that continues. If they're improving, then that continues. Then option B is we intervene. We do something to change the business as usual scenario. And to do that, we need various things, if I can use that word. These include information, incentives, institutions, based governance, and interventions. And I think this is where IFM comes in terms of providing information, in terms of also checking these incentives. Are they appropriate? How are they distributed? Are they enough to nudge or to encourage change? So this is where we see IFM, if we look at sort of a broad framework of governance interventions. There's also another way of looking at it. I talked about institutions already. And governance can be seen in terms of a triangle. At the top are the institutions. There could be government, there could be non-government institutions. And then on the other side, there are incentives. So what are we doing to encourage or discourage or to change a behavior? So things like certification come under that side. And then there's the other side, which is information, because institutions, the government, and others need information to make decisions. We need information to determine the incentives. So that's where IFM fits in as well, in terms of providing that information. And we see things like monitoring, things like zero deforestation commitments, NDCs, et cetera, and all those interventions require information. And IFM is a tool that can provide that information. I continue now in terms of looking at this chicken and egg scenario. Is IFM a means or an end?
So is this provision of information the main objective? Is it the end? Or is this information useful or necessary or essential to lead to certain things or outcomes? And I think this is the dilemma or the challenge that we always have when we look at IFM. Is it enough just to present these reports and then we leave it to other stakeholders in terms of making decisions? Or should IFM be more responsible or be more active in terms of influencing the decisions or results that can lead to change? And we borrow from political economic analysis, they look at input legitimacy and also output legitimacy. Input legitimacy looks at sort of procedures and processes. So from an IFM point of view, we're looking at the practice itself. So how is information collected? How are the monitoring missions undertaken? How are the reports written? How is information analyzed? But also, how does the practice of IFM engage with other stakeholders in terms of participation and other interventions as well? And so far, over the past 10 years, there are various interventions that we've tried to, or that we've actually undertaken to try to make IFM more legitimate from an input point of view. And the focus has been on strengthening capacity, improving the quality of the reports, and also the quality of the manner in which the information is collected, leading to credible and objective independent forest monitoring. Examples include some of the work that we're doing in terms of ensuring standardization or using standardized approaches in Cameroon, and more recently here in the Republic of Congo. Looking at other socio-economic issues like gender, for example, which are very important. So what is the impact in collecting that information to demonstrate the impact of forest activities or decisions around forests on different gender groups? And then looking at what can be done to learn at different scales, at regional level, for example, because there's different practices in different countries. So what can be done? So things like developing toolboxes that can be used at the regional level, but adapted to a national context. And then things like the quality of information that is collected, and also linking with other sectors, wildlife sector, for example. So how can we learn from investigations that are carried out in the wildlife sector that are focusing more on criminal activities, which we don't tend to do in the forest sector? We tend to focus more on infractions that we don't categorize them as criminal activities. And then there's obvious a critical thing about engaging with other actors or traditional law enforcement actors. It could be forest control departments, or it could be the judiciary as well. These are some of the things that we've been doing to try to enhance the input legitimacy of IFM, to try to enhance the procedures, the processes, and the practice of IFM. Others include participation, representation, platforms, for example, participation in various working groups. The VPA negotiation process is a very, very good example in terms of those deliberative processes as well, and giving voices to local communities and other marginalized groups. So if we look at output legitimacy, so output legitimacy is about the effectiveness of IFM, is about the outcome. This is the chicken and egg. So is it the egg or is it the chicken? Which one comes first? And because output legitimacy looks at the outcome, so what is the outcome in terms of rule of law as a result of independent forest monitoring? Is IFM as a practice, IFM reports leading to effective and greater application of the rule of law, as an example? And we have examples of some gains that we've made on that as well. In the Central African Republic, for example, some of the work with establishing a forest law framework. And then there's other outcomes as well around responsible forest stewardship. IFM
reports or the practice of IFM encouraging responsible behavior, not just from the private sector, but also from government, perhaps because government agencies are now undertaking more monitoring missions as a result of some of the reports or information that they are getting from IFM. But obviously, the ultimate objective is to improve livelihoods or people's lives or the lives of those communities that depend on forest resources. So that's another aspect of, in terms of the effectiveness or in terms of the aspect that we can look at under output legitimacy of independent forest monitoring. So if we try to frame independent forest monitoring in the using a theory of change, I hope you can see there's a bit too wordy but really there are three elements within that diagram. There's the problem. I think many of us are familiar with the challenges that IFM is trying to address: deforestation, illegal logging, marginalization of local communities, etc., weak law enforcement, maybe perhaps not enough collection of taxes from the forest sector. So there's a whole range of challenges, most of which are national, but also increasingly international as well because of the global importance of forests. So what are the outputs? What are the interventions? What is IFM doing to address those challenges on the left? And I think there are three streams or ways in which IFM is helping to address those challenges. The first one is through the obvious field investigations and the monitoring, which many people or organizations represented here are heavily involved in. And then there's the issue of advocacy. So how can IFM influence change? How can it influence or encourage other actors and players to change their behavior or to incentivize them to change behavior? And then there's the issue of engagement and participation. This is very important because IFM cannot operate in a vacuum. So it needs to engage with other stakeholders, with the government, and there are ways through which IFM can engage with the government. And then obviously the outcome, which is the output legitimacy that I talked about earlier on, which has to do with things around the rule of law, participation, and also poverty alleviation gains. So why nothing seems to change? I think one way of looking at this is trying to understand the institutional environment. I think at the top there is a regulation, which is essentially a government's role. And in some cases, and I think many of you will agree, that in some cases it is weak and ineffective. So the cohesion that is supposed to come from government agencies is not that effective. So the regulation is not very strong for a number of reasons as well. And then at the bottom there, there's two sides of what I say the same coin. These are voluntary issues. So these are things that maybe the private sector or other stakeholders are engaging in on a voluntary basis. There's no law, they're not required to do that. And there's the normative pressures. These have to do around the values that we believe in, the norms as well. So for example, the private sector might believe in ensuring that there's sustainable forest management. So they practice that. So it's voluntary, but it's what they want to do. And then there's the other side, which is the mimetic pressures. These have to do with, again, a good example comes from the private sector where maybe different companies can compete for customers, and that competition can encourage maybe responsible behavior because they want to have access to more customers. But I think for IFM, it's important to understand the interplay between those three sort of sides of that triangle that operate in this institutional environment. And then the relationship with actors, which can be complementary or confrontational. Again, many examples that many of you are familiar with in terms of how IFM has been complementary to other stakeholders, government agencies,
but also examples where there's been confrontation as well. So I won't dwell too much on that. But the key point is about aligning interest and make sure that different actors have the same interests, but also they can influence others to encourage responsible behavior. And then there's co-optation and instrumentalization. So this is where power dynamics play a role as each institution aims to influence each other's using cohesion, resources, and politics. I think the key point here is that successful CSOs or NGOs usually have a clearly defined theory of change, advocacy and influence, and strategies to maintain autonomy, which is independence, but also in terms of diversified funding or resources. I think this has been the challenge for civil society organizations in terms of how can they maintain independence, but also remain well-funded as well. And they've been criticized by some quarters for perhaps being accused of not being independent because of the source of their funding. What strategies can NGOs adopt to get responses from state? There's a number of strategies, and these would depend with the national context. These would depend with the capacity of the NGOs. These would depend with the relationship that they have with the national governments, for example, with other international partners as well. But there are some common threads there. Engaging with the media, for example, is very critical for IFM, putting the message out. So that is important because in many countries, forest issues are not, you don't see them in mainstream media, for example, and yet forests are very important, not just for livelihoods, but also for other environmental reasons as well. International cooperation, again, this is something that NGOs do very well. So maybe the point here is to continue with that. And then agreements, these could be agreements with the governments or agreements with other actors. A good example is mandated IFM. So you do IFM with an agreement of government as well. And then issues around credibility. How can you enhance the credibility of the practice of IFM? And then looking at local issues, how can you tap into some of the local resources that are available? How can you make use of communities, for example, to feed into the practice of IFM? There's a number of others as well, which I won't dwell on for purposes of time. So the question comes back again about, so is IFM, is it the chicken or is it an egg? We think it is both chicken and egg. So we need both, really. Perhaps not very good to have a breakfast of chicken and egg at the same time. But I think you can agree with me that we need both the chicken and egg. It doesn't really matter which one comes first, but as long as we have both. So I talked about quality of evidence and professionalism, what we're doing and what we need to continue doing to improve that. Then the issue of benchmarking and standards. So how can IFM be benchmarked or be standardized? It could be against legislative frameworks, for example, the legality grid, or it could be some other norms that are not necessarily regulatory, but voluntary. But I think IFM needs to have a clear benchmark. What is it monitoring against, right? What is it looking for, right? I think that needs to be made clear, both for the practice of IFM, but also for other stakeholders that rely and use information and reports from independent forest monitoring. My colleague Lilian talked about national level strategies. They're important in terms of setting a vision and objective for independent forest monitoring so that all stakeholders are clear about what IFM is trying to achieve. But also there are other benefits in terms of complementarity. You work together, you build synergies with others, and that is important. It's only possible in an effective way if there are clear national strategies, but also strategies can be used in terms of ensuring that there's funding. They provide the clarity in terms of knowing what resources or what level of resources
are needed. And then managing relationships is very important, government, private sector, and others as well. And then moving beyond to focus on field level investigations, because what happens in offices or very far away from the forest is also very important, and it is important to monitor that as well. And then engage with allies, and communities are key allies as well. Not forgetting law enforcement and the judiciary. The last point, probably the most important one, is about funding and support for independent forest monitoring. Independent forest monitoring is a public good, and yet it doesn't receive any meaningful funding from governments. It relies on sporadic donor support. We think the time has come for independent forest monitoring to be recognized and for its value as a public good to be recognized, and for funding to be provided, sustainable funding to be provided for these organizations. We are looking into coming up with options that we can present to stakeholders in terms of what we think can be the best way for sustainable support to independent forest monitoring. I think I'll end here for now. Thank you very much for listening to me at this time of the day. Thank you. Merci beaucoup, Richard. Richard qui a conclu en nous disant qu'il faut reconnaître la valeur de l'observation indépendante. Il nous a fait donc l'économie des relations qui doivent exister entre les ONG et l'État, tout en nous présentant donc les missions de l'OIF, donc à savoir la surveillance des enquêtes. Il nous a aussi montré comment il faut impliquer les acteurs à changer de comportement, la participation à la réduction de la pauvreté, fin de citation. Merci, Monsieur Richard. À présent, nous allons passer donc à la série de questions-réponses aux conférenciers. Mesdames et messieurs, la parole est à qui veut la prendre. Vous vous prononcez. Pardon. Une question pour chaque intervenant cette fois-ci. Ils sont au total 4. Donc, j'aimerais prendre 4 questions. Thank you. On est presque I à la will fin, ask it hein. in English if that's Ah, you okay. speak English? Alors, il va poser sa question en anglais, donc chacun doit prendre. Donc, on doit Okay. donc- My question is from my colleague, Richard. I don't share his pessimism. To say nothing has changed over the past 15 years is surely not true. I would like to put the point that a lot has changed over the last 15 years and massive progress has been made. 15 years ago, we would not be meeting like this and discussing these issues. That just wasn't being done. So I do believe that there is a really positive story and a huge amount has been achieved. So I'm challenging my colleague, Richard. S'il vous plaît, vous pouvez... monsieur, s'il vous plaît? Oui? Allez-y. Oui, merci. Ma question s'adresse à M. Nkodia. Vous vous présentez et vous posez votre question. D'accord, je suis Roch Ulonzobo, Mm. le coordinateur du cercle des droits de l'homme et du développement. Je voudrais d'abord féliciter tous les orateurs. Il y a une masse d'informations que nous avons ici. Et je voudrais juste m'adresser à M. Nkodia par rapport aux résultats, aux impacts et au travail qu'ils sont en train de mener. Quelles sont les difficultés rencontrées? Une autre personne, la troisième personne. Et donc, les conférenciers peuvent passer donc aux réponses. Monsieur Richard, you can to answer your question. Thank you very much, Madam Chair, and thank you for the question. Yes, I agree that a lot has changed over the past 10, 15 or 20 years. I think maybe I didn't explain myself very well. What I was
saying was that there's a perception, or there's certainly some stakeholders that are saying nothing has changed. But the point I was making was that there is this perception that nothing seems to change, and I totally agree with you that a lot has changed. And I think we need to find ways in which we can change that perception that nothing has changed. OK, merci beaucoup, Madame la modératrice. Je vais tenter de répondre à M. Nzobo. S'agissant des difficultés que nous éprouvons dans l'exercice de nos activités, bon, il faut dire d'abord c'est la précarité financière, hein, parce que nous ne sommes pas financièrement autonomes. Il faudrait chaque fois attendre que le bailleur lance un appel à proposition pour que nous ayons ces fonds. Donc, c'est un peu difficile. Et puis, comme vous le savez, l'argent des bailleurs est toujours soumis à des exigences très coriaces. Dieu merci que jusqu'à présent, on s'en sort toujours et que l'appui continue, particulièrement, comme je l'ai dit, de l'Union européenne et d'autres bailleurs comme FCDO, ce qui est bien, mais après, parce que d'ici 2023, l'enveloppe qui nous a été allouée va prendre fin, il faut encore enlever sa cravate, mettre son maillot, commencer à courir à gauche et à droite pour chercher des financements. Et ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce qu'il peut passer même plus de 6 mois sans activité parce que vous êtes toujours à la recherche de financement utile pour mener l'action. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que l'accès à l'information devient de plus en plus aisé, mais comme je l'ai souligné aussi, il y a quelques brebis galeuses qui continuent toujours à nous mettre les bâtons dans les roues, qui ne mettent pas à notre disposition l'ensemble des documents demandés ou carrément ne donnent pas. Et ceci est particulièrement vrai avec les entreprises asiatiques, à capitaux asiatiques, où nous rencontrons de sérieux problèmes d'accès à la documentation, bien que nous prenions le soin d'avertir l'entreprise que nous allons venir, mais arrivé, vous ne trouvez aucun responsable. Quand il est là, il ne parle pas français. Quand il est là, il attend des instructions de Brazzaville. Alors, nous allons publier sous peu un rapport où nous n'avons pas été en mesure de travailler dans une entreprise et finalement, nous avons simplement écrit une page. Donc, la partie concernant cette société, on a simplement écrit une page qui est comme une note de position ou une protestation, hein, pour dire, comme diraient les autres, notre ras-le-bol, parce que finalement, c'est une situation qui perdure un peu et ce qui fait que parfois, quand on voudrait faire une analyse globale de la situation au niveau national, on a des données parcellaires, ce qui ne nous facilite pas les tâches. Donc, en gros, c'est ce qu'on peut dire comme difficulté majeure. C'est vrai qu'au niveau de l'administration aussi, on a quelques petites difficultés d'accès aux documents, mais bon, on est en train d'améliorer la procédure pour que ça s'arrange. Mais c'est au niveau des entreprises où ça nous cause encore quelques petits gros soucis. Voilà, M. Roch, les grosses difficultés que nous avons en ce moment.